d'être là. Et en fait, j'avoue que c'est ma première présentation en français, du coup, désolé pour toutes les fautes, toutes les erreurs et mon accent, en fait. J'espère que ça va être quand même compréhensible. N'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation si j'utilise des mots qui ne sont pas faits par mon français. Et merci beaucoup à Perrine, à Sarah, à tout Brembo pour organiser, c'est très cool d'être là. Et du coup, on parle d'intelligence artificielle. Voilà. Et j'ai pensé de faire une présentation en 3 parties, en fait. La première partie, c'est un bref historique, juste pour contextualiser un peu la recherche aujourd'hui, le début, que c'est pas très loin, en fait, jusqu'à maintenant. Après, je vous propose de créer un jeu, en fait, c'est juste une façon pour parler des algorithmes qui sont en fait utilisés dans l'IA aujourd'hui, de la perception à la prise de décision. Et je remercie Julia pour avoir déjà introduit pas mal de choses, du coup, ça va m'aider beaucoup. Et enfin, la dernière partie, c'est les perspectives. En fait, c'est de mon côté, du coup, le futur de l'IA. Et dans le labo, certains, en fait, on fait surtout des neurosciences. Du coup, on fait de l'IA très inspiré par le cerveau. Et du coup, je voudrais vous parler c'est un peu l'occasion pour vous parler de ce qu'on fait dans le labo, des algorithmes inspirés par les neurosciences. Ok, du coup, on commence par les brefs historiques. Et le mot, en fait, intelligence artificielle a été introduit la première fois dans 1956 dans la conférence de Dartmouth, où ils se sont réunis tous les chercheurs qui, dans les années 50, travaillaient sur un domaine qui n'était encore pas très clair. Et c'était une conférence assez interdisciplinaire. En fait, les gens que vous venez ici, en fait, sont un peu les pères, ou mieux les grands-pères maintenant, de l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui étaient des linguistes, des psychologues, mais aussi, surtout, comme Claude Shannon, c'était un théoricien de l'information, de l'automation, de la théorie du contrôle des systèmes. Parce que c'était vraiment des chercheurs avec des backgrounds très différents qui essayaient de converger ensemble et résoudre les problèmes du cerveau et de l'intelligence. Et naïvement, ils pensaient de le faire dans 10-20 ans. Et depuis le début, l'approche, il y avait deux grandes écoles de pensée, 2 approches. La première approche qu'on utilise maintenant aujourd'hui est le connectivisme. Et en fait, c'est basé sur les réseaux neuronaux. Et du coup, les réseaux, ils s'entraînent autonomement, mais il faut beaucoup de données. Du coup, comme je l'ai montré justement, il faut donner beaucoup d'images, beaucoup de données. Et le réseau va prendre lui tout-même, tout seul, les statistiques dans les datasets. L'autre approche, on va voir ça dans la deuxième partie, on va voir un peu dans le détail, en fait, beaucoup d'exemples. La deuxième approche, en fait, c'est l'IA symbolique, et c'est un peu plus rigide. En fait, l'idée, c'est que les humains ils vont créer des structures, des règles, et surtout des graphes, en fait. Et l'algorithme utilise cette relation, cette règle, pour générer des nouvelles règles ou faire des inférences, en fait. Mais nous, on va se concentrer surtout sur le connectivisme. Et la première approche, c'était de Frank Rosenblatt, qui, dans les années 1958, il a proposé les perceptrons. C'était en fait grand comme une pièce, presque, mais il était capable déjà de reconnaître des lettres stéréotypées, du coup, écrites pas à la main avec beaucoup de variabilité, mais juste des lettres très faciles à distinguer, mais quand même, il était capable de dire ça c'est un A, ça c'est un B, si, et pour l'époque, c'était déjà assez impressionnant. Mais malheureusement, en 1969, Minsky, qui détestait l'approche connexionniste, était vraiment contraire à l'idée, et Seymour Papert, ils ont publié un papier, Perceptron, qui a détruit complètement l'approche connectivisme. En fait, l'approche que Rosenblatt avait proposée. Ils ont montré en fait des limitations très importantes dans cette approche. Il a dit, bon, en fait, mathématiquement, il ne peut pas marcher, il ne peut pas résoudre des problèmes, notamment la fonction logique XOR, et du coup, c'est pas intéressant de poursuivre la recherche sur ça. Et du coup, on rentre dans les premiers hivers des l'IA. La recherche s'arrête. En fait, il y a un peu dans l'approche symbolique, mais on ne va pas trop loin, en fait. Et jusqu'à les années 80, plus ou moins, où Geoffrey Hinton, qui est maintenant, il est très connu, il travaille à Google, et Terry Stenjorski, qui est maintenant aussi un neuroscientifique. Il est plus connu pour ses travaux scientifiques en neurosciences qui est en machine learning. Et ils ont résolu le problème que Minsky, que Papert avait introduit sur le perceptron. Ils ont montré en fait que c'est possible de résoudre le problème. Ils ont introduit la rétropropagation et ils ont montré en fait que c'est possible de travailler avec le réseau neuronal et résoudre pas mal de problèmes. Désolé. Mais après dans les années 90-2000, la recherche pour une deuxième fois s'arrête. Du coup, c'est le deuxième hiver de l'IA. C'était bien, on résolvait le problème, pouvait faire des choses un peu intéressantes, mais en fait, c'était pas beaucoup mieux que l'approche symbolique et c'était pas super étonnant.
Et le problème, c'est qu'il faisait aller plus en profondeur. Comme je l'expliquais, il faudrait ajouter des couches. Mais les années 90 et au début de 2000, il n'y avait pas vraiment les moyens de faire ça. Jusqu'en 2012, où il y a encore notre ami Geoffrey Hinton, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi Yann Lequin et Joshua Benge, qui sont en fait français en Canada et en Amérique. Et ils ont montré, en fait, qu'ils ont fait la révolution de l'apprentissage profond. Et avec notamment ces premiers papiers publiés par Hinton, où ils ont montré que les réseaux neuronaux profonds, donc avec beaucoup de couches, il était capable de résoudre un problème, un dataset qui s'appelle ImageNet. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'images, avec genre millions et millions d'images, avec 1000 classes. Donc il y a une image d'un chat, une image d'une voiture, une image d'un humain et tout ça. Et le réseau doit prendre à catégoriser chaque image. Ils ont montré qu'avec un réseau assez profond, ça c'est possible. Le réseau est capable de le faire. Et en fait, pourquoi on est arrivé au 2012, dans cette année, à avoir cette révolution? Il y a deux facteurs très importants. Premier facteur, c'est qu'il y a beaucoup de données, parce qu'on est dans l'époque de Google, de Facebook, de YouTube, donc il y a vraiment beaucoup de données dont on a besoin pour entraîner notre réseau. Et la seconde idée, le second facteur très important qui a généré cette révolution, c'était la possibilité d'utiliser les GPU, les processeurs graphiques, qui en fait s'étaient développés pour jouer aux vidéojeux, en fait. Mais on a trouvé que c'était très bien fait computationnellement, on peut résoudre aussi, pour entraîner aussi les réseaux neuronaux, parce qu'on utilise une mathématique matricielle que c'est parfait, optimal pour entraîner les réseaux. Et du coup, ces deux facteurs, les données et les calculs computationnels, ils ont permis d'arriver à la révolution de l'apprentissage profond. Et maintenant, en fait, il n'y a pas une industrie qui ne travaille pas avec cette technologie, parce que c'est vraiment assez révolutionnaire. Il y a un chercheur Andrew Ng qui a comparé ça à l'invention de l'électricité, qui va vraiment changer, il est toujours en train de le faire, la façon de faire business, à partir des marchés financiers à Internet et tout ça. Et ça, c'était vraiment bref, juste pour contextualiser un peu l'histoire. Si vous voulez savoir l'histoire complète, en fait, je ne prends pas d'argent pour cette boue, mais j'ai vraiment lu ces papiers, ces livres, c'est très intéressant. J'ai trouvé la couverture en anglais, mais moi j'ai lu en italien, je suis sûr que ça existe aussi en français, et ça donne un peu tous les particuliers de l'histoire, et aussi ça donne les anecdotes, les personnages, et Hinton et tout ça, donc c'est assez intéressant. Si vous voulez avoir une histoire un peu plus détaillée, n'hésitez pas à lire ce livre, c'est pas mal. Du coup, deuxième partie, après avoir vu un peu comment on est arrivé au connectivisme, comment on utilise les réseaux neuronaux, on va maintenant créer un petit agent. Et je vous présente en fait Isaac, je vais parler comme ça en ordre d'Isaac Asimov, juste parce que pourquoi pas. Et on va voir trois sujets. La perception visuelle, et ça c'est très lié au travail de Julien. Le déplacement et l'interaction avec l'environnement, en fait, je ne suis pas du tout un roboticien, mais en fait, ça c'est lié à les travaux de Quentin. Je veux juste mentionner une expérience en neurosciences qui montre que la cognition incarnée est très importante pour développer la perception. Et enfin, le troisième sujet, c'est la prédécision et l'apprentissage par renforcement. Du coup, vision artificielle, la tâche principale, notamment pour entraîner un réseau, c'est la classification d'images. Du coup, on montre une image, un chat, et notre réseau va dire, ah oui, ça, effectivement, c'est un chat. Ça, c'est important que dans l'image, dans ce type de tâches, il n'y a qu'un objet. Il n'y a pas plusieurs chats ou plusieurs animaux. Il y a juste un objet qui peut être un animal, une voiture, n'importe quoi. Mais c'est assez limité déjà. Ça, c'est une petite limitation. Et maintenant, on va voir exactement comment fonctionnent les réseaux. On va entrer un peu plus dans les détails. Et du coup, les réseaux les plus simples de tout, avant encore les réseaux convolutionnels, c'est les perceptrons multicouches. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y a différents neurones organisés par couches. Il y a une couche d'input, une couche d'output, et au milieu, il y a plusieurs, dans ce cas, juste des couches cachées ou intermédiaires. L'input, c'est tout. Vous pouvez imaginer que chaque... Est-ce que ça marche? Oui. Que chaque neurone représente un pixel d'une image, par exemple. Du coup, chaque neurone prend comme input un pixel. Après, l'information est processée dans notre réseau. Et enfin, qu'est-ce qu'on veut? C'est que si on donne une image d'un chat, on veut bien que notre output sera les neurones de chat. Donc, le neurone de chat sera activé et le neurone de chien ou d'autres classes ne sera pas activé.
En fait, c'est quoi l'activation neuronale? Mais on rentre un peu plus dans les détails. Les premiers neurones de notre couche cachée, par exemple, on prend comme input tous les pixels, on a dit, de notre image, et chaque pixel est multiplié par un poids. C'est ce que le réseau va prendre, en fait. Du coup, chaque pixel est multiplié par un poids, et tous les pixels d'entrée, du coup, tous notre pixels sont processés par différents poids. Vous pouvez penser à ça comme des synapses, en fait. Et tous les poids sont intégrés ensemble. Du coup, c'est la somme entre tous les poids. Et si ces sommes est assez élevée, ils passent par une fonction d'activation, qui c'est juste une fonction non linéaire. Et ça va donner l'output de notre neurone, qui après va se propager dans la couche. Après, désolé. Ok. Du coup, et ça c'est vraiment l'idée la plus facile, le réseau plus simple, où on a des couches, input, intermédiaire et output, et l'idée c'est que l'information se propage entre les différentes couches, et à la fin elle va dire quel neurone est actif à l'output. Du coup, s'il y a un chien, s'il y a un chat, ou n'importe quelle classe. En fait, comme disait Julia, les neurones multiperceptrons ne sont pas trop utilisés pour les images, on utilise surtout des réseaux convolutionnels. Et le réseau convolutionnel, en fait, c'est composé de deux parties. C'est la première partie, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est les couches convolutionnelles qu'on va avoir un peu plus dans les détails, mais c'est presque la même slide que tu as montré. Je vais aussi la voiture jaune, mais je l'ai changé, mais c'était pareil. Et du coup, la première partie, c'est des couches convolutionnelles. La deuxième partie, c'est les multiperceptrons. Du coup, c'est des couches où les neurones de la première couche sont connectés à tous les neurones de la deuxième couche. Et les derniers neurones, comme on a vu, les dernières couches, comme on a vu tout à l'heure, c'est un neuron pour chaque classe. Du coup, nous, on donne une image. Ici, il y a un oiseau. On extrait des caractéristiques. On voit maintenant comment on va faire ça. Après, on va connecter cette caractéristique de façon dense avec tous les neurones. Et enfin, on veut qu'ici, on a un oiseau. Du coup, on veut que les neurones oiseaux soient plus actifs que les autres. Ok, comment ça marche, en fait, les réseaux convolutionnels, les couches convolutionnelles? C'est exactement le même exemple qu'elle a montré, mais ici c'est en 2D, elle avait en 3D, mais c'est la même chose. On a une image, du coup ça c'est notre image, chaque chiffre correspond à l'intensité du pixel. Du coup on peut avoir 3 si on a RGB, rouge, vert, bleu, ou jusqu'à 1 si c'est en blanc ou noir, mais c'est pareil. Du coup on a chaque pixel a une intensité, et on va processer cette image avec un filtre, une caractéristique qui est appris par les réseaux. Et l'idée c'est que cette filtre va générer une nouvelle image, que c'est l'image filtrée de l'original. Du coup, je vais extraire des informations précises et pour générer de nouvelles images que je vais processer dans les couches. Ok. Et l'idée, ça c'est presque la même chose que toi. J'ai changé de dernière minute, je ne sais pas pourquoi. Mais comme elle montrait, en fait, j'ai 3 couches convolutionnelles. C'est assez étonnant parce que qu'est-ce que le réseau fait? C'est d'apprendre cette couche automatiquement. Du coup, ça c'est appris par les réseaux tout seul. Et il va prendre, moi je vais processer des visages par exemple, et je vais prendre tout debout des caractéristiques très simples, genre des lignes, des contrastes très faciles, et après je vais combiner ces lignes ensemble pour avoir des combinations plus riches. Du coup, ça peut être, dans ce cas ici, où je suis en train d'apprendre à reconnaître les visages, ça peut être des yeux, des nez, des bouches, tout ça. Et dans la prochaine couche, je vais intégrer encore plus cette information pour obtenir en fait des visages plus ou moins complets. Et qu'est-ce que c'est vraiment étonnant, qu'est-ce qui m'a toujours passionné et surpris, c'est qu'on a presque la même chose dans le cerveau. Si on regarde le système visuel, déjà la cortex visuelle V1, elle fait plus ou moins le même travail, le même boulot que ça. Il va répondre, les neurones dans V1 vont répondre pour des caractéristiques très simples, du coup des gabor patch ou des lignes, des edges comme ça. Et la deuxième V2, V3, jusqu'on monte petit à petit dans la hiérarchie du système visuel humain, on a la même chose. Du coup, il y a plus et plus des intégrations des informations, plus et plus des caractéristiques beaucoup et plus compliquées. Du coup, c'est assez intéressant que le réseau qui s'entraîne tout seul, on n'a pas a priori qui ont mis dans le réseau, il trouve une solution qui en fait c'est la même que le cerveau a trouvé. Ok, mais en fait, qu'est-ce que c'est un réseau? Qu'est-ce qu'il apprend vraiment? Mais comme on a dit, qu'est-ce qu'il apprend? C'est les caractéristiques d'un côté. Donc il apprend cette filtre tout seul, et aussi les poids, qu'on a vu dans les multiperceptrons. Ça, c'est où l'apprentissage a vraiment lieu. C'est qu'est-ce qu'on va changer petit à petit pendant qu'on montre des images à notre réseau.
Et quand on apprend ça, comme je l'ai mentionné, c'était la rétropropagation de l'erreur. Du coup, moi, je montre une image à mon réseau, peut-être notre joli chat, et je vais les processer, et au début, tous mes poids et toutes mes caractéristiques sont à hasard, parce que ce n'est pas entraîné. Je viens de l'initialiser complètement par hasard, et mon réseau, ben, je vais dire une réponse à hasard. Pour ça, c'est une voiture. Ok, ce n'est pas vraiment une voiture, on va corriger l'erreur, et on va rétropropager l'erreur. Donc on va dire à un réseau, mais en fait, tu as fait une erreur dans ton output, ça c'est un chat, on va changer le poids de dernière couche, parce que la prochaine fois que tu regardes la même image, ben, tu vas dire que c'est un chat. Et on va changer tous les poids, petit à petit, on rétropropage couche par couche tous les poids. De façon que la prochaine fois qu'on va voir la même image, et mon réseau va dire que c'est un chat et pas une voiture. En faisant un peu plus intuitif de voir la même idée, c'est de montrer cette image, que c'est un peu peur, mais je vais vous expliquer petit à petit. On imagine qu'on a dans notre réseau juste deux poids, θ 0 et θ 1. Du coup, chaque point dans cette grille, c'est un réseau, avec θ 0, 0,2 et θ 1, 0,8. Ça, c'est mon réseau, ça, c'est notre réseau. Chaque combinaison, chaque paire de poids, c'est un réseau. On commence par hasard. On est là, par exemple, et sur l'axe Y, on a l'erreur. Du coup, moi, je donne mon image d'un chat, et elle va dire c'est un oiseau. Pas vraiment, du coup, l'erreur est assez grande. On va changer le poids pour trouver la réseau qui est la meilleure, qui va dire, ah non, ça c'est évidemment un chat. Et on ne peut pas tout tester, parce que ça va prendre énormément de temps. Chaque réseau a millions et millions de paramètres. Du coup, on commence par hasard, et après, on va descendre dans cet espace de l'erreur. On va coller l'erreur et on va essayer de les minimiser. En fait, c'est vraiment un problème d'optimisation. Petit à petit, on va changer le poids de notre réseau jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit, la combinaison de poids qui fait la tâche de façon optimale. Donc, on n'a pas tout exploré, toutes les possibilités de tous les réseaux, tous les poids, mais petit à petit, on a trouvé la solution optimale. C'est comme être en montagne, je dois descendre pour trouver la voie vers la vallée. C'est plus ou moins la même chose. Ok, ça c'est plus ou moins l'idée de l'apprentissage. En fait, cette technique qui s'appelle la descente du gradient, c'est utilisé presque partout en machine learning. C'est l'algorithme le plus utilisé pour entraîner les réseaux neuronaux. Il y en a des autres, mais l'idée c'est plus ou moins la même. Ok, du coup ça c'était un peu technique, mais j'espère que vous êtes toujours plus ou moins réveillés. Et maintenant on va voir des autres tâches visuelles qui ne sont pas liées à la classification. Du coup la classification normalement est la tâche la plus classique, on va dire, dans la vision artificielle, mais en fait il y a beaucoup plus que ça. Et il y a aussi beaucoup plus d'architecture. Ici je vais vous montrer la réseau convolutionnel, mais en fait il y a des autres architectures. Par exemple l'autocodeur. L'idée est très intéressante. En fait, on a l'idée de l'autocodeur, c'est que moi je donne une image, toujours un visage, et je vais le coder. Du coup, ça c'est un matrice de pixels fois beaucoup de pixels. Et qu'est-ce que mon réseau va faire? Petit à petit, il va processer l'image jusqu'à quand il va représenter la même image avec un vecteur. Du coup, j'ai un vecteur qui représente au niveau commun mon image. Du coup, je fais le parcours envers, prends mon vecteur et je vais décoder mon vecteur et bien je vais retrouver la même image. Du coup, la tâche ici, qu'est-ce que le réseau apprend? C'est d'avoir un input, il va le coder dans un vecteur et après il va le décoder pour avoir la même image. Du coup, il va essayer d'avoir les mêmes images dans les deux côtés. Ok, mais en fait, pourquoi faire ça? C'est un peu nul, l'output c'est pareil que l'input. Mais en fait, non. L'idée c'est que si j'entraîne avec beaucoup des images, beaucoup de visages, après, je vais prendre toutes les images où il y a un souris. En fait, je vais prendre tous les vecteurs où il y a une image qui représente une image où il y a un souris. Et je fais les moyennes avec tous les vecteurs et je vais trouver le vecteur souris. Et qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux changer mon image. Par exemple, j'ai une image de 4 images, 4 visages. Je peux ajouter un peu de souris ou je peux soustraire mon sourire. Et je suis toujours dans mon espace vectoriel que le réseau a pris tout seul. Ou je peux faire ça avec d'autres caractéristiques, pas avec le sourire, mais avec plus mâle ou moins mâle, plus homme, moins homme, femme. Du coup, je prends mon image et peut-être rajouter un peu de barbe, par exemple, parce que c'est un peu plus mâle. Le réseau a appris dans les datasets que les visages humains avec des hommes ont la barbe, par exemple. Et je vais faire aussi le contraire, je vais
élever un peu le vecteur homme, je vais ajouter le vecteur femme, et du coup, mon visage va changer de la même façon. Et du coup, c'est intéressant parce que je peux utiliser cet espace vectoriel pour faire des transformations ou aussi pour faire des inférences dans l'espace perceptif. Ok, ça c'était un peu dense, mais c'était un peu l'idée à la base de la perception artificielle. On va très vite fait parler un tout petit peu de déplacement, en fait, comment un peu l'idée de la connexion incarnée, comment l'interaction avec l'environnement est important pour avoir la perception. Si j'entends un réseau juste avec beaucoup d'images, oui, j'ai quelque chose qui reconnaît un château, mais ce n'est pas vraiment un système visuel. Peut-être qu'il faut l'environnement. Et ici, il y a deux philosophies, en fait, 12 idées. La première, c'est que bon, la perception vient avant l'action, donc je perçois mon environnement et après, j'ai agi dessus. Mais en fait, l'idée de la perception, de la connexion incarnée, c'est qu'il y a un boucle entre l'action et la perception. C'est vraiment très lié. Et pour développer une bonne perception, il faut interagir avec l'environnement. Et pour montrer ça, il y a une expérience qui est assez intéressante, mais pas trop éthique, mais quand même intéressante. Et Held and Hinn, dans les années 1963, quand l'éthique était un peu discutible, ont pris deux châteaux qui viennent d'être nés. Du coup, ils n'ont jamais vu la lumière. Ils l'ont mis dans cette carrousel. Important, le truc important, c'est qu'un chat, lui, pouvait marcher et décider activement comment bouger dans l'espace. Du coup, c'était lui qui bougeait le carrousel. Mais l'autre, le pauvre, il était bloqué dans cette cage. Et du coup, il ne pouvait pas décider comment bouger. Il était absolument ferme et il subit les mouvements de l'autre. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que les chats passifs, ils n'arrivaient pas à développer un système visuel complet. Et c'était capable de percevoir, par exemple, la profondeur. Parce que c'est important de bouger quand je bouge la tête et je vois que l'ordi vient plus proche ou plus loin. Et du coup, je suis capable d'estimer l'espace. Si je ne peux pas faire ça, mon système visuel va avoir des déficits. Et du coup, ça, c'est juste un exemple, une expérience qui va donner des évidences qui supportent l'idée de la cognition incarnée. Du coup, si on veut avoir vraiment des systèmes visuels un peu plus humains, il ne faut pas que classifier des images, mais peut-être aussi avoir une interaction avec l'environnement. Ok, le troisième sujet que je voudrais aborder avec vous, désolé, c'est la prise de décision et l'apprentissage par renforcement. Et la tâche classique de l'apprentissage par renforcement, c'est structuré avec des états et des actions. On voit un exemple que c'est beaucoup plus facile. Par exemple, les échecs. L'état est toute la position des pièces et les actions, c'est le prochain coup que je peux jouer. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec cet état, cette combinaison? Ou, si je suis un pirate et je vais trouver mon trésor, ben, où je vais? Je peux monter, je peux aller à droite, à gauche, je peux me déplacer dans l'espace. Et ça aussi, c'est quelque chose que je peux apprendre avec l'apprentissage par renforcement. J'ai un état, ma position, la position du trésor, la position du danger, de la forêt, je ne sais pas, et les actions que je peux faire pour me déplacer dans cet environnement. Comment j'apprends à choisir l'action? Ben, ça s'appelle l'apprentissage Q-learning. En fait, Q, c'est pour qualité, aux valeurs. Et en fait, l'idée, c'est d'associer à chaque état et action, à chaque paire d'états et actions, en valeur. Par exemple, on retourne à notre pirate, on est dans cette tuile I1, et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si on monte, ben, c'est pas mal, parce qu'on se rapproche de notre trésor. Si on va à droite, c'est pas si mal, en fait, les valeurs, c'est aussi bien. Mais si on descend, ben, c'est pas top, parce qu'en fait, on va dans l'eau, on s'appelle nager, on va mourir, du coup, c'est pas idéal. Ou même s'il va à gauche, on s'éloigne de notre trésor. Du coup, l'idée, c'est d'apprendre à des valeurs, des qualités de notre action, donner un état. Comment on fait ça? Mais évidemment, avec notre réseau neuronal. Du coup, on lui donne comme input les états et les actions, et lui, il va nous dire l'état et l'action, et les actions, et lui, il va apprendre les valeurs pour chaque action. Et j'ai mis cette formule super moche, mais juste pour vous montrer la mathématique derrière, mais en fait, c'est pas si difficile. L'idée, c'est juste que si je suis un pirate et mon renforcement il va arriver à la fin de beaucoup des actions, et bien, je vais distribuer cette reward, cet renforcement pendant le temps. Du coup, ça considère plusieurs facteurs. Ici, j'ai simplifié un peu, mais l'idée, c'est plus ou moins d'associer une valeur à chaque action que je peux faire, donner un état. Ok. Comment on apprend en fait de façon pratique ça? Ben, on peut faire, on entraîne le réseau en deux façons différentes. La première, c'est on regarde les humains jouer, on regarde les humains être des petits pirates qui bougent dans l'île, et le réseau va apprendre qu'est-ce que sont les actions que les humains font plus souvent.
Du coup, il va apprendre les valeurs des actions en regardant les humains. Ou je peux laisser mon réseau essayer random. Bon, vas-y, amuse-toi dans l'île. Parfois, il va mourir, parfois, il va trouver le renforcement, les trésors. Petit à petit, il va prendre quelles sont les actions en fait, les meilleures dans l'espace des actions. Ou il y a aussi l'approche hybride, où par exemple, pour entraîner un algorithme à jouer à les échecs, et d'abord, je lui montre des matchs joués par des humains, et après, je le fais jouer tout seul pour développer aussi des stratégies encore plus différentes. Et ça aussi, c'est important à considérer que si je lui montre des matchs joués par des humains qui sont des amateurs, et mais mon réseau va jouer comme un amateur. Si je lui montre les matchs d'un grand master ou des plus hauts grands masters, mon réseau va prendre comme un grand master. Du coup, vraiment, il apprend les statistiques des données que je lui montre. Et ici, j'ai un exemple que j'ai trouvé sur Internet, ça s'appelle Multi-Hige Hide and Seek. Ici, ils sont appris par renforcement. Et ils jouent à cache-cache en fait. Il y a le rouge qui doit trouver le bleu. Et le bleu peut se déplacer, se cacher. Et ici, il apprend la stratégie de bloquer la porte. Du coup, il peut déplacer les objets. Ils ont appris à mettre les objets pour bloquer la porte. Et du coup, lui, il est pauvre, il ne peut pas arriver. Hop. Mais en fait, le rouge, après, il apprend à utiliser la rampe. Du coup, il y a une coévolution entre les agents. Eux, ils ont appris à se cacher, ben, pas de problème, je vais apprendre à utiliser la rampe. Du coup, je prends ma rampe, j'arrive, je vais sauter dessous et je me trouve. Et alors, le blue, il apprend à cacher la rampe. Du coup, il prend la rampe, je la cache comme ça, eux, ils ne peuvent pas la chercher, et après, je me cache. Et du coup, tout ça pour montrer en fait que l'apprentissage par renforcement, ici aussi, c'est pour avoir lieu avec l'interaction avec l'environnement, avec les agents, et il y a des développements, des stratégies assez sympas et intéressants. Ça, c'est vraiment juste un petit exemple. Il y en a beaucoup plus et c'est une vidéo assez sympa de multi-agent hide and seek. Si vous voulez vous amuser, ça dure 10 minutes, même pas. Un autre exemple intéressant, c'est le jeu de Go. En fait, c'est un jeu encore plus compliqué que les échecs. En fait, les règles sont assez simples, mais les possibilités sont vraiment compliquées. C'est difficile à maîtriser. Et dans les 2017, 16, c'est écrit là, 2016, et Google DeepMind, qui c'est une entreprise anglaise achetée par Google, ils ont entraîné un algorithme avec l'apprentissage par renforcement qui s'appelle AlphaGo. Il a joué contre le champion du monde, il a gagné dans 5 matchs. Et qu'est-ce que c'est intéressant en fait, c'est qu'il s'est entraîné tout seul. Du coup, il a appris à jouer contre lui-même. Et le troisième match de cette rencontre, de cette partie, l'algorithme a joué un coup que c'était complètement étonnant. Même le commentateur qui était là en train de décrire l'action, il a dit « Oh, ça c'est une erreur, il n'y a aucun sens, c'est comme jouer un truc et c'est très difficile à prévoir. » Et en fait, ils ont compris après, pendant la partie, que c'était une stratégie nouvelle qui n'était jamais pensée par les humains. Et en fait, c'était très valide. Il a gagné le match parce qu'avec 7 coups très déstabilisants, qui a un peu changé les règles, changé un peu la façon de jouer, il a mis en difficulté les champions du monde et il a gagné le match. Tout ça pour dire qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, par exemple, dans les échecs, on utilise beaucoup les algorithmes entraînés en jouant tout seul parce qu'ils développent des stratégies qui ne sont pas tout à fait évidentes, mais en fait très efficaces. Du coup, pour nous aider les humains aussi à jouer mieux. Ok, troisième et dernière partie, c'est sur les perspectives. En fait, où l'IA va dans le long terme. Est-ce qu'on va tout mourir parce qu'il y a 20 nous tuer John Terminator ou Kubrick? Probablement pas, je ne crois pas. Ça, c'est un exemple très anecdotique, mais en fait très sympa, où un système intelligent était entraîné pour suivre la balle pendant un match de foot. Et en fait, il a pensé que la tête chauve de l'arbitre était la balle. Et du coup, pendant tout le match, il a regardé cet arbitre pendant tout le match et les supporters ont loupé le match. C'est pas si intelligent. Ben ça, évidemment, c'est assez anecdotique. En faisant un peu plus sérieux, plus méthodique d'étudier les limitations, c'est par exemple les attaques adverses. Ça, c'est un approche qui a été développée assez récemment, en 2017 ou 2016, un truc comme ça. Et l'idée, c'est que mon réseau, il voit une image d'un panda et il dit correctement, oui, ça c'est un panda, je l'ai déjà vu, je me suis entraîné, je le sais reconnaître. Après, on ajoute juste un tout petit peu de noise, un peu de bruit, très petit. Le résultat est ça. Du coup, ça, pour un humain, il n'y a pas de différence. C'est le même panda, les mêmes pixels,
imperceptible la différence. Mais en fait, pour les réseaux, ça devient un gibbon, ou en voiture, ou en avion. Parce qu'en fait, le choix de bruit n'est pas casuel. Les attaques adverses vont vraiment mirer la faiblesse du réseau, mais ils montrent que des changements très très petits, imperceptibles dans l'image, ils vont tromper les réseaux. Du coup, il y a des faiblesses dans le réseau. Et ça pourquoi? Parce qu'en fait, le réseau, il ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est un panda. Il apprend juste des corrélations entre des pixels. Et si je joue avec cette corrélation, juste un petit peu, j'échange quelques pixels ici et là, et je vais tromper notre réseau que le panda va dire jupon, avion, voiture. Du coup, on a pensé, pas que nous, mais dans la communauté, on dit, bon, peut-être qu'on peut s'inspirer au cerveau. Comment ça marche le cerveau pour voir, pour pas penser que celui-là c'est un jupon? Moi, je suis personnellement un grand fan de la théorie du codage prédictif. Du coup, je vais l'expliquer. Et c'est ça qu'on utilise en fait dans les réseaux neuronaux. Et l'idée de codage prédictif, c'est en fait que le cerveau est une machine qui fait des inférences, en fait. La perception n'est pas passive, c'est pas que je vais voir des images, je dis panda, chat, chaton, mais en fait, je vais faire des prédictions sur mon environnement. Du coup, je vais générer les systèmes visuels, tous les systèmes en fait sensoriels sont des systèmes génératifs qui vont générer des prédictions sur l'environnement, et je vais corriger ma prédiction, si j'ai fait une erreur, évidemment, je vais les corriger pour améliorer ma prédiction. Et l'idée, l'intuition à la base, c'est que nous, on a un modèle du monde et on fait des prédictions par rapport à notre modèle. Du coup, si j'imagine ici de me voir assis là, a du sens que mon cerveau va prédire, mais il y a des gens assis. Si à un moment donné, il y a un tigre qui passe là, ben, mon cerveau, ça va être très surpris parce que normalement, il n'y a pas de tigre dans les auditoriums. Et ça, c'est l'idée du codage prédictif. Et il y a pas mal des évidences expérimentales et comportementales, expérimentales, de neurophysiologie qui montrent qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans cette théorie. Et nous, dans le labo, avec Rufin, Tsao, Bavin et Milad, c'est un des chercheurs au CERCO dans mon équipe, on a pensé d'utiliser cette cadre théorique, le codage prédictif, pour améliorer les réseaux neuronaux. Du coup, on a pris notre réseau convolutionnel, ça c'est les convolutions. Ici, enfin, il y a les classificateurs pour classifier l'image. Et du coup, on donne notre image à un oiseau, qui va dire, ah, c'est un oiseau. Mais en fait, on a ajouté les dynamiques de codage prédictif. Du coup, chaque couche, il va prédire l'activité de la couche avant. Et l'erreur dans sa prédiction, elle va être utilisée pour améliorer sa représentation du monde. Du coup, la première couche va prédire l'image. Elle ne prédit pas trop bien, ok, je vais améliorer, je vais faire une autre prédiction. Du coup, c'est un processus dans le temps. Ça prend des itérations sur le temps. Et qu'est-ce qu'on a montré en faisant ça? En fait, d'abord, que le réseau qui utilise des dynamiques de codage prédictif, il est plus robuste à les attaques adverses. Du coup, il faut une attaque beaucoup plus agressive pour le tromper. Et il est aussi plus robuste à les bruits. Du coup, si j'ajoute du bruit dans mon image, ben, mon réseau est toujours capable de comprendre, ah si, ça c'est toujours le même panda que tout à l'heure. Et aussi, et ça c'est très intéressant, on montre que les réseaux où on a ajouté des dynamiques de codage prédictif, ils perçoivent les illusions comme les humains. Et notamment, on a testé cette illusion, que c'est l'illusion de Kanitsa. Et ici, il n'y a pas un carré, mais nous, on perçoit très bien un carré. C'est assez évident. Et notre réseau, avec cette dynamique de codage prédictif, et aussi, il va voir avec plus probabilité un carré dans cette configuration. Si on change ces 4 pacma dans notre configuration, tout dehors au random, le réseau ne va pas dire qu'il y a un carré, mais dans cette configuration, comme les humains, il va dire, ah oui, effectivement, il y a un carré. Et un réseau profond, normal, convolutionnel, il n'est pas capable il n'est pas entraîné il n'est pas capable de faire ça, en fait, oui. Dernière idée que je vous dis, et après je conclue, c'est une autre idée très intéressante, que c'est la théorie de l'espace de travail global. Et aussi, pas loin de ce que Quentin disait tout à l'heure, l'idée c'est d'intégrer toutes les différentes informations, représentations dans le même espace. Du coup, je suis mon réseau ici et je vois une image et je dis, ah oui, ça c'est un tigre. Mais en fait, c'est dans cet espace global, mon représentation d'un tigre, c'est pas qu'il y ait à l'image, du coup avec les pixels, mais aussi à le bruit de la tigre, du coup à le mouvement que la tigre peut faire, ou à la représentation sémantique de la tigre. La tigre est un animal et c'est similaire à autres animaux et tout ça. Du coup, l'idée est aussi, évidemment, avec l'output moteur. Du coup, je peux interagir avec la tigre, je peux faire plusieurs choses, peut-être pas avec la tigre, mieux avec un panda, mais je peux interagir avec les objets et tout ça.
Du coup, l'idée, c'est de représenter notre objet de façon plus intégrée. En conclusion, il y a encore un très long chemin avant d'avoir un IA de type humain. On fait beaucoup de choses qui sont très cool, mais en fait, on n'est pas du tout proche de l'intelligence humaine. Par contre, c'est très utile dans le quotidien, il y a beaucoup de technologies qu'elle utilise, et du coup, ça nous aide beaucoup à faire beaucoup de choses. Et aussi, et ça, ce qu'on fait dans les labos, ça peut nous aider beaucoup à comprendre comment le cerveau marche, et ça peut être aussi utilisé dans l'application clinique, diagnostique, et so on. Merci pour votre attention, et des questions.